Allez, on s'en va sur la suite des questions. Q&A épisode 4, il me semble, du coup. Bon. Yo, tu pourrais faire une explication détaillée sur la RAM, fonction, timing, etc. Euh, Écoute, détaillé, peut-être pas. Je peux... Hop, plus besoin de ça. Ce que je peux faire, c'est t'expliquer le fonctionnement rapide, te donner quelques détails et puis te rediriger vers la vidéo et l'article de Gamers Nexus qui rentre dans beaucoup plus de détails que ce que je vais dire là. Donc si ça te suffit pas ce que je vais te dire, tu peux aller lire ça, je le mettrai dans la description. Du coup, la RAM. La RAM, qu'est-ce que c'est? T'as ton CPU ici, là, hop, CPU, et là-bas t'as ton SSD. SSD. Ton CPU, il va faire des calculs pour afficher, je sais pas, pour lancer ton programme, faire tourner ton programme ou ton jeu, ou etc. Et pour faire ces calculs, il aura besoin de données du programme qui sont stockées dans les fichiers du programme, qui sont stockés dans le SSD. Sauf que le problème, c'est que pour que le CPU aille chercher les informations du SSD comme ça, c'est long. Ça se compte en millisecondes ou microsecondes selon si c'est un SSD ou un HDD, mais bref, c'est très long. Donc ce qu'on a dit qu'on allait faire entre, c'est qu'on allait mettre, hop, la RAM. La RAM, c'est quoi? C'est du stockage, c'est du stockage comme un SSD, sauf que c'est beaucoup plus près du CPU et c'est beaucoup plus rapide à accéder. La RAM, ça va se compter en nanosecondes à peu près, là où le SSD, ça va plutôt être en microsecondes. Ce qui fait quand même un ordre de grandeur de différence, donc 10.3. J'ai plus de musique, très bien, hop. Ce qui fait une assez grande différence. Donc la RAM, ça va juste être du stockage plus rapide pour le CPU ou les choses qu'il a besoin d'accéder fréquemment, dont il a besoin pour faire ses calculs, là, hop, il peut les stocker dans la RAM, comme ça, quand il en a besoin, bah, il les récupère directement. Hop, c'est beaucoup plus rapide, il peut fonctionner plus vite, tu peux avoir plus d'images par seconde sur ton jeu, ou alors un programme qui se lance plus vite, ou qui fait un calcul plus vite, ou je ne sais quoi d'autre. C'est très utile. Bon. C'est à ça que ça sert un SSD. Si tu voulais une analogie, euh, tu pourrais dire que toi, admettons que tu sois en train de travailler sur quelque chose, je sais pas, tu es en train de faire des calculs et tu as besoin de plein de documents pour faire tes calculs qui sont posés sur ton bureau. Donc tu travailles et tu as besoin de récupérer tes documents et tu as le choix entre les documents qui sont déjà sur ton bureau posés ou alors te lever et aller chercher les documents qui sont dans l'armoire à l'autre bout de la pièce. L'armoire à l'autre bout de la pièce, c'est ton SSD et les documents qui sont déjà sur ton bureau, c'est ta RAM. Donc c'est beaucoup plus rapide de travailler sur les documents qui sont à ta disposition là, plutôt que de devoir te lever, etc. etc. Et du coup au niveau des timings, etc., si je te fais un petit topo sur fréquence et timing de RAM, quand tu achètes de la RAM, en gros tu vas acheter ce qu'on va te vendre, on va te vendre deux choses. On va te vendre la fréquence de la RAM, hop, fréquence, et on va te vendre son timing, enfin ses timings. Timing. Ouf. Ça sera écrit soit CL, soit CAS. Ça correspond à la même chose. C'est donc la fréquence, ça va être par exemple 3600 MHz. Hop. Et les timings, par exemple, ça va être CL16 ou peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fréquence, c'est une fréquence comme la fréquence de ton processeur. Plus elle est haute, mieux ça sera. Et les timings, c'est en cycle, d'accord? Quand c'est en gros, c'est un délai pour faire une opération. La RAM, elle doit faire plein d'opérations pour stocker des trucs, nettoyer des trucs, etc. Et les timings, ça va être le délai pour chaque opération, d'accord? Donc par exemple, là, ça va être 16 cycles. Un cycle, la durée d'un cycle, c'est en fonction de la fréquence du coup, mais 16 cycles pour faire une opération, ou alors 15 cycles pour faire une deuxième opération, etc. etc. Et comme tu veux que le délai soit le plus bas possible, bah, la latence ou les CL, plus c'est bas, mieux c'est. Et il s'agit de trouver le bon équilibre entre une fréquence rapide et des timings bas, sans pour autant que ça soit trop cher. Si je te fais des petits exemples, 3200 CL16,
par exemple, hein, ça va être de la RAM à environ 60 euros, à peu près. Maintenant 3600 CL16, ça va être de la RAM à 80 euros. Donc là, on a une augmentation de 20 euros pour 400 MHz de différence. Bon, pourquoi pas. Et si je prends de la RAM 3600 MHz CL14 cette fois, on arrive à de la RAM qui va être tout de suite à 200 euros. Ce qui fait quand même une différence de... Hein, ça rigole pas, ça fait 120 euros de différence pour même fréquence et juste gagner 2 cycles de latence. Quand tu choisis un kit de RAM, il s'agit de trouver le juste milieu entre tout ça, tu vois. En l'occurrence, en ce moment là, 3600 CL16 à 80 balles, c'est un assez bon rapport performance-prix. Voilà. Mais ça dépend de ton CPU, de ce que tu veux faire. Tu peux trouver des kits de 4400 MHz CL19 qui sont à environ 120 euros aussi, ça existe aussi. Si selon ton CPU et tout, ça peut être mieux que ça. Bon, ça il s'agit un peu de... Voilà. Et du coup, ouais, bon, ça c'est un peu basique, mais si tu veux plus de détails, l'article là est dans la description. Salut, déjà merci de prendre du temps de répondre à toutes nos questions. J'aimerais savoir comment fonctionne exactement sur le système de stockage qui fait qu'il y a une limite de changement, notamment sur les clés USB. Ok. Il y a une vidéo qui est ici, qui dure même pas 2 minutes, hein, c'est en anglais, qui parle de la NAND flash et qui explique comment elle est usée. Je la mettrai dans la description. Mais si tu veux, hop, un truc rapide. Hop là. Ça fonctionne comme ça si tu veux. Et le principe, c'est que... Je vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux rentrer dans les détails, tu regardes la vidéo. Honnêtement, elle fait 2 minutes et elle est très bien. Mais concrètement, tu dois appliquer une tension pour... Mais je peux pas dessiner. Si, je peux dessiner là-dessus en faisant ça. Hop. Allez. Hop. Pour changer la valeur de ça là, que ça soit... Je peux pas... Ah, ça doit être du blanc. Pour que ça soit un 0, soit un 1 ici, pardon, tu dois appliquer une tension là. Ok. Et ensuite tu lis en faisant ça, tu peux voir la vidéo si ça t'intéresse, mais bref, ce qu'il faut retenir c'est quand tu veux effacer ça, quand tu veux effacer la valeur qui est là-dedans, là, soit un 0, soit un 1, quand tu veux l'effacer, tu dois appliquer une tension ici qui est une forte tension, ok. Pour l'effacer, tu dois appliquer une tension suffisamment forte pour réussir à nettoyer tout ça. Bon. Le problème c'est qu'en appliquant cette tension qui est forte, tu vas user petit à petit ce truc-là. Et à force d'appliquer des tensions et de le nettoyer, de l'user, tu vas l'user de plus en plus, de plus en plus. Et au fur et à mesure d'un certain nombre d'utilisations, tu pourras plus du tout l'utiliser parce qu'il sera trop usé pour retenir du courant. En très gros, voilà. Mais je remettrai la vidéo là, tu peux la regarder, elle l'explique beaucoup mieux que moi et beaucoup plus rapidement. Alors ça vaut le coup. Salut, je me demandais au niveau de RAM quelles sont les différences entre Dual Tri Quad Channel, c'est une question de performance ou juste de Timax. Et en utilisation en Dual Channel, y a-t-il une différence de performance entre 2 et 4 barrettes? Alors il y a deux choses à voir. Il y a effectivement le Dual Tri Quad Channel, pardon. Ça c'est une chose, mais il y a aussi une histoire de ranks, d'accord? Donc je peux la flemme d'effacer, je prends une nouvelle image. Hop. T'as les channels d'un côté. Hop. Channels. Et ça effectivement c'est dual channel, quad channel, etc. Sauf que de toute façon, sur nos cartes mères qu'on utilise nous sur nos PC à la maison, c'est forcément du dual channel. Le quad channel, etc. ça existe, mais c'est sur des cartes mères de serveurs et ça ne nous concerne pas. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le dual channel. Mais maintenant, tu as aussi une histoire de ranks. Okay, les ranks, qu'est-ce que c'est? Il y a une vidéo d'Hardware Unboxed qui est pas mal. Hardware Unboxed, Memory Ranks.
sans doute. Hop, c'est celle-là, où il teste 2 x 8 Go vs 4 x 4 Go, donc 16 Go les deux. Et il explique un peu les memory rank et à quoi ça correspond. Ok. Et effectivement, on constate dans la vidéo que, hop là, souvent en 4x4, t'as un petit peu plus de performance qu'en 2x8. C'est pas parce que t'as de quad channel, parce que sur une carte mère normale, t'as toujours du dual channel, même si t'as 4 barrettes, c'est parce que t'as plus de rank. Okay. Les ranks, en gros, quand t'as une barrette de 4 gigabytes, pardon, ça va être un rank. Okay. Une barrette de 8 gigabytes, ça va être un rank aussi. C'est possible de faire des barrettes de 8 gigabytes en 2 ranks, mais ça n'existe pas parce que ça coûte plus cher. Et une barrette de 16 gigabytes, ça va être 2 ranks. Okay. Plus tu as de ranks, jusqu'à une certaine mesure, plus tu auras de performance. Donc, le truc, c'est que tu peux, hop, là, au total, en mettant 4 barrettes de 4, tu as 16 gigas, octets ou gigabytes, pour rester dans le truc, mais tu as un total de 4 ranks. Avec cette configuration-là, tu as toujours 16 gigabytes, mais tu as un total de 2 ranks seulement. Parce que chaque barrette a un rank. Et là, t'en as 4 et là, t'en as 2. Et admettons que tu mettes 2 barrettes de 16, là, bon bah là, t'as 32 gigabytes, et puis t'as aussi 4 ranks, du coup. Hop. Alors, cette configuration-là, la première, sera effectivement plus performante que la deuxième en jeu, effectivement. Parce que tu as 2 ranks. Sauf que, selon ta carte mère, et selon si tu overclock ou pas, c'est plus difficile d'overclock 4 barrettes de RAM que 2. Ok. Donc, potentiellement, tu vas pouvoir overclock cette configuration-là, là, la deuxième. Tu vas pouvoir l'overclock plus haut que la première, et du coup tu vas peut-être pouvoir compenser la perte de performance via un overclock qui est plus haut, si tu t'amuses à overclock ta RAM. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais ce qui est aussi quelque chose à prendre en compte. Sachant que en mettant 32 Go et en ayant du coup que 2 barrettes de 16 Go, tu vas encore gagner des performances, mais c'est aussi plus dur d'overclock 32 Go que 16 Go. Donc c'est un peu... C'est un peu choisi ton poison, quoi. Sauf que, honnêtement, dans tous les cas, si je retourne sur la vidéo d'Order Unbox dans les résultats, c'est des différences qui sont assez marginales quand même. Hein. C'est-à-dire que là, on gagne 10 FPS sur plus de 200. Là, on gagne 5 FPS sur plus de 200. Enfin, ça dépendra des jeux, etc. Mais concrètement, c'est quelque chose qui est assez marginal. Et dans 99% des cas, prendre 2 x 8 GB avec du coup seulement 2 barrettes, ça ira très bien. Salut, est-ce que tu pourrais faire une optimisation de setup? Genre où il faut placer le PC dans la pièce, comment placer son double screen, est-ce qu'il faut enlever la vitre et comment faire un cab management? Alors il y a 4 parties à la question. Où est-ce qu'il faut placer le PC dans la pièce? À mon avis à moi, hein, ça n'engage que moi, mais le PC il devrait être... Ça dépend de la taille de ton bureau. Si tu peux le poser sur ton bureau sans que ça te bouffe de la place sur le bureau, éventuellement. Mais il faut noter que si tu le mets par terre, t'as un PC qui fait moins de bruit, parce qu'il est plus loin de toi. T'as un PC qui prend pas de place sur le bureau, donc tu peux poser plus de trucs, tu peux rajouter des écrans, tu peux avoir un tapis de souris plus grand, tu peux poser ta trousse, tu peux poser ta manette, j'en sais rien. Tu peux faire énormément de choses. Et voilà, c'est tout. Ensuite, comment placer son double screen? Bah, c'est un peu comme tu veux, hein. Tu mets un écran devant toi et puis l'autre bah, soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus. Donc de toute façon, t'as que 3 positions possibles. Sachant que si tu le mets sur la droite et que t'es droitier, bah, il vaudra mieux t'acheter un pied de bureau, un pied d'écran, enfin un support d'écran pour ton bureau, parce que sinon tu vas mettre des coups de souris dans ton pied d'écran, quoi, potentiellement. Et puis, bah voilà, enfin, tu le mets un peu où tu veux pour pas qu'il te gêne en fait, quoi, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'il faut enlever la vitre de son PC pour une meilleure aération? Bah, ça dépend. Ça dépend parce que... Hop, si
je te dessine un boîtier comme ça, là, plutôt, non, ok, là c'est l'avant de ton boîtier, d'accord? Admettons que tu aies 3 ventilos sur l'avant de ton boîtier, un là, ouais bon, t'as 3 ventilos pas de la même taille apparemment, mais c'est pas très grave. T'as 3 ventilos là, on est à l'avant, donc ils soufflent vers le fond, comme ça, vers tes composants. Si tu ouvres la vitre ici, potentiellement, tu vas perdre une partie de l'airflow de tes ventilos qui va faire hop, et qui va partir du coup sur le côté du boîtier, et qui va juste partir dans ta chambre, alors que si tu l'avais fermé, tes 3 ventilos, quand ils font ça, ça rebondirait sur la vitre, et ça repartirait dans le boîtier, et ça irait refroidir tes composants. Ça c'est bien en théorie si tu as un boîtier qui est fermé. Enfin, si tu as un boîtier qui est bien ventilé à l'avant, je veux dire. Maintenant, si tu as un boîtier comme ça, où de toute façon, l'avant, c'est une plaque en verre, et les ventilos qui sont derrière, de toute façon, ils arrivent à rien souffler, parce qu'il y a une plaque en verre devant. Alors dans ce cas, effectivement, ouvrir la vitre de ton boîtier va améliorer les températures, mais parce que ton boîtier à la base c'est un four. Voilà. Fais des tests selon ce que tu as, mais concrètement, si tu as un bon boîtier, non, et si tu as un mauvais boîtier, oui. Et comment faire un cab management? Honnêtement, il faut noter que déjà, un cab management, ça n'a aucun intérêt pratique, d'accord? Ça va pas améliorer tes températures. Du moment que tu fous pas un t-shirt dans ton PC, ça va rien changer à tes températures, qu'il y a un câble qui traîne au milieu, on s'en bat les couilles. Et notamment encore plus si ton PC il est par terre et que personne ne le voit, on s'en bat encore plus les couilles parce que de toute façon c'est une boîte fermée. Maintenant admettons que tu aies acheté un PC RGB et que tu veux l'afficher sur ton bureau et que tu as de la place, le câble management c'est pas si compliqué au final. Concrètement ça consiste juste à cacher tous les câbles à des endroits où tu les vois le moins possible. Voilà. Par exemple si je tape, je sais pas, câble management sur Google, bon pas comme ça mais il va trouver, hop. Il faudrait une image de boîtier. Ouais bon ça c'est un peu bizarre. Case on va mettre peut-être pour boîtier, ce sera plus malin. Ouais voilà. Voilà bon allez par exemple. Hein. Ok donc là on a un boîtier. Allez, je sais pas pourquoi c'est aussi long ce truc. On a un boîtier standard là t'as un câble. Peut-être en blanc ce sera plus malin. Hop. On a un câble là qui fait ça, on a des câbles là qui font ça, on a des câbles là qui font ça, on a ça qui fait ça, et puis on a tous les trucs de la ligne qui font ça. L'objectif, c'est qu'on voit le moins de câbles possible. Donc par exemple, dans ce cas-là, là, qu'est-ce que je ferais? Je commencerai, je pense, par prendre le gros câble d'alim qui descend là, prendre et le faire passer plutôt par ce truc-là, qui est plus près, et comme ça on verra un peu moins de câbles. Pareil pour la lime, plutôt que de faire pendre les câbles comme ça, sans doute je les tirerai un peu, je les tendrai un peu pour qu'ils aillent tout droit, pour qu'on en voit moins. Ensuite là en bas tu peux envisager d'acheter des serflex et puis de mettre des serflex là pour que le truc soit un peu plus joli. Et puis pareil, l'objectif c'est juste de cacher les câbles. Si tu y tiens vraiment, tu peux te démerder, tu peux essayer plein de trucs. Il s'agit juste de cacher les câbles le mieux possible dans ta tour. Voilà. Mais encore une fois, le câble management c'est inutile, vraiment, ça sert vraiment à rien. Pourquoi certains gros jeux ou les jeux du Microsoft Store demandent un swap / fichier d'échange à parfois 15 Go? Ok, le swap, si je reviens sur l'explication du disque dur d'avant, je l'ai plus, tant pis. Allez, t'as ton CPU, hop, t'as ton SSD, voilà, t'as ta RAM, voilà, RAM, SSD, oh là, je vais peut-être m'appliquer un peu quand même, CPU, ok. Le fichier d'échange ou le swap, du coup, c'est un bloc sur ton SSD, que je vais mettre ici, là, mais c'est un bloc de ton SSD, hein, je vais l'appeler swap.
c'est si ta RAM est pleine, Windows va utiliser ce petit fichier de ton SSD là comme de la RAM supplémentaire. Ok, donc ça sera de la RAM supplémentaire où il pourra mettre les fichiers dont il a besoin d'accéder régulièrement. Alors c'est pas incroyable parce que ça reste sur le SSD, donc les temps d'accès comparés à la RAM sont beaucoup plus longs, mais il reste un peu moins long que d'accéder à des fichiers n'importe où sur le SSD au hasard. Le fichier d'échange, le fichier swap, Windows il sait où il est, il sait qu'il peut y accéder un petit peu plus rapidement que sur le SSD si c'est nécessaire, mais beaucoup moins rapidement que la RAM. Ça c'est utile seulement si la RAM elle est remplie. Sauf que, il y a certains programmes, certains jeux, certains trucs, qui se servent activement du fichier d'échange et qui vont décider de charger des fichiers directement dans le fichier d'échange, même si la RAM elle est pas pleine. C'est les jeux qui décident de faire ça, ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Soit parce qu'ils en ont besoin pour fonctionner pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser énormément de RAM et que ça rentrera pas dans la RAM de 99% des gens, donc ils préfèrent la charger dans le swap parce que c'est des données qui seront de toute façon pas accédées très souvent. Et bon, ce genre de truc, hein. Ou alors c'est parce que c'est des jeux codés avec les pieds, ça arrive aussi, qui ont besoin d'un fichier swap. Bon. Et du coup, certains jeux vont demander forcément qu'un fichier swap existe sur le PC, sinon ils vont pas se lancer. Et peut-être que les jeux de Microsoft Store, 15 Go de swap, ça me semble quand même assez étonnant. J'ai pas souvenir si je... Advanced. Oh, c'est pas très pratique ça, hein. Si je vais dans les paramètres... Hop, si je vais là, il me semble que... Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Je ne sais pas où c'est. Pas de chance. C'est pas censé être par là, le swap. Bon, bref, peu importe. Mais 15 Go, ça m'étonne un peu, mais bon, pourquoi pas, c'est possible. Yo, je regarde pas beaucoup de tes vidéos, mais tu peux expliquer la différence entre les BDI, etc. sur les RAM, si c'est possible de l'expliquer de la même façon que les Ryzen 5000. La vidéo est vraiment cool, merci. La différence entre BDI, EDI, CDI, DDI, etc. EDI, CDI, etc. C'est... Honnêtement, c'est tout simplement des marques de RAM, ok? Enfin, pas des marques, mais des types. Par exemple, Samsung, il fait de la BDI. Il fait aussi de la CDI. Et même de la DDI, maintenant. T'as Micron qui fait de la EDI. Hop, t'as aussi de la MFR. Enfin bref, c'est juste des noms, ok? Ça a rien de... Il n'y a pas de différence particulière, c'est juste des types de puces et des types de PCB avec des noms différents. Ils auront des propriétés différentes, c'est-à-dire que potentiellement celui-là sera meilleur en overclock, potentiellement celui-là pourra prendre plus de tension, potentiellement celui-là aura un des 30 timings qui pourrait être plus réduit, potentiellement celui-là sera beaucoup plus performant à basse tension que celui-là, potentiellement celui-là sera... bon, bref, etc. C'est juste des noms avec des spécificités différentes, mais en soi il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste les fabricants ils ont des gammes de produits différents quoi. Salut, à quand on teste tapis de souris à l'ancienne? Bah demain. Tes tutos sont top, comment tu sais tous ces trucs d'optimisation, car il y en a qui sont quand même vachement poussés. J'ai toujours aimé bidouiller dans mon PC, je me suis toujours amusé un peu à trifouiller. Et puis à force, en cherchant des trucs, etc., j'ai appris petit à petit quoi. Feras-tu un tuto plus clair pour le panneau Nvidia objectif réduire la latence? Non, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le panneau Nvidia. Oui, elle est longue, mais a priori, si tu l'écoutes en entier à la fin, tu sauras ce que ça fait, les paramètres de ton panneau Nvidia. Et une fois que tu sais ce que ça fait, tu es capable de toi-même décider en fonction de tes besoins et de ce que tu veux, quels seront les meilleurs paramètres à mettre pour atteindre ce que tu veux. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo où je dis ah mais ça, t'auras le moins de latence. Je préfère regarder la vidéo que j'ai où j'explique ce que ça fait et
Du coup, ça te permet de savoir comment ça marche et ensuite de décider ce que tu veux. Tu peux optimiser mon PC pour 10 euros. Non, il faut pas payer, c'est pas bien. Selon toi, à quoi sert réellement la 3090? Qui va la prendre, sachant que t'as à peine 15% de perf en plus qu'une 3080 pour le double du prix. Il y a des gens qui vont la prendre. C'est les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui s'en fichent de le dépenser. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont se dire demain, ils vont aller dans une boutique, hein, ils vont se pointer au LDLC de leur ville et ils vont leur dire je veux le meilleur PC possible qui existe aujourd'hui. Je m'en fous de mettre 10 000 euros, je veux juste le meilleur PC. Et je reviens le chercher demain. Et à ce moment-là, bah, on peut pas vraiment dire grand-chose parce que si ils ont cet argent, qu'ils s'en foutent de le dépenser et qu'ils veulent le best du best, bah ils ont le droit. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont acheter des voitures à 50 000 euros, il y a des gens qui vont acheter des PC à 5 000 euros, il y a des gens qui vont acheter des bateaux, il y a des gens qui... Enfin voilà, on peut pas... À partir du moment où les gens peuvent se le permettre, et qui veulent s'acheter ça, ils ont tout à fait le droit. Par contre, si l'objectif c'est de garder un PC avec un bon rapport performance-prix, effectivement la 3090 c'est un achat qui est débile. Mais il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'ils ont les moyens et c'est pas grave. Salut, j'ai appris que certaines X570 transmettent plus de volts au CPU que ce qu'il faut et ma CM en fait partie. D'après les constructeurs de CM, c'est pour mieux alimenter le CPU. Penses-tu que le survoltage de mon CPU peut réduire sa durée de vie? Si oui, faut-il modifier le voltage et comment faire? Alors ça là, je sais pas où t'as vu ça, mais ça existe pas vraiment, d'accord? C'est, en tout cas sur Ryzen, et ton CPU est ACM, c'est ton CPU qui va dire, en fonction de la température, en fonction de la carte mère, en fonction de ce qu'il est en train de faire, etc., il va décider de la tension qu'il va prendre pour faire une tâche le plus rapidement possible. C'est possible que tu vois des chiffres qui sont élevés, tu peux voir jusqu'à 1,5 volts, ce qui peut te sembler élevé si tu t'y connais pas beaucoup ou si tu as de l'expérience avec d'autres CPU, d'autres marques où 1,5 volts c'était beaucoup, mais il faut bien comprendre que la tension tout seul, c'est jamais ça qui va tuer ton CPU. C'est la tension, le courant, la température, énormément d'autres paramètres. Et Ryzen 3000 a un algorithme de boost où il va se permettre de prendre de la tension, etc. tant que ça va pas réduire sa durée de vie. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de survoltage, ok? C'est juste le CPU qui décide de ce qu'il a besoin. Éventuellement, si tu as de la chance et que tu veux overclocker, tu peux essayer de t'amuser à réduire la tension et à voir si ton CPU il fonctionne encore. Mais ça ne sera pas du tout garanti, et ce sera de l'overclocking, et ça sera en fonction de la chance que tu as eu le jour où tu as acheté ton CPU. Est-ce que tu as eu un bon CPU qui s'overclock bien, ou un mauvais CPU qui s'overclock pas? Dans tous les cas, si tu touches à rien, que tu mets ton BIOS à jour, que tu laisses tous les paramètres par défaut, ça va jamais réduire la durée de vie de ton CPU, et ça va jamais envoyer trop de volts à ton CPU, et ça sera sans danger. Si tu touches pas, c'est sans danger. Salut Piwi, je comptais prendre une 2060, mais du coup si les 3060 arrivent, tu me conseilles de l'attendre. Ça dépend. Si t'as besoin d'une carte graphique, maintenant tu l'achètes. Si t'as pas besoin d'une carte graphique et que tu peux attendre encore quelques mois, parce que la 3060 ça sera probablement pas avant 2021, à ce moment-là n'hésite pas et attends. A fait quelles études? D'où viens-tu? Quel parcours pour être aussi calé? Qu'est-ce que tu prévois de faire par la suite? Alors, j'ai fait un bac S, du coup, en spécialité SI. Suite à ça, j'ai fait un master de physique fondamentale que j'ai terminé. Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment la physique, un peu au milieu du master, mais je l'ai quand même terminé. Et du coup, je me suis dirigé après le master vers un autre master, mais d'électronique cette fois. Voilà. D'où je suis calé, c'est comme je disais un peu avant, parce que je m'amuse. J'ai monté mon premier PC, j'avais 12-13 ans quoi, avec une 8800 GT, un truc du style. Et je l'ai overclock peut-être 3 semaines après l'avoir eu parce que ça avait l'air marrant. Et depuis j'ai pas arrêté de bidouiller quoi. Et puis à force, on apprend forcément quoi. Et qu'est-ce que je
prévois de faire par la suite, écoute, c'est pas encore défini, c'est pas encore fixé. Je sais pas. Voilà. Probablement quelque chose dans l'électronique hein, en soi, mais je me ferme pas de porte quoi. C'est pas parce que je suis en master d'électronique que j'irai forcément faire de l'électronique. Si je trouve un jour autre chose qui me plaît plus, bah j'irai faire autre chose, y a pas de souci. J'aimerais bien savoir concrètement à quoi sert le programme Nvidia Pixel Clock Patcher. Je sais pas trop ce que ça fait concrètement. Ça j'ai répondu en texte parce que voilà. Ok. Donc si je clique sur Nvidia Clock Patcher, c'est un patch qui supprime la limite de 165 MHz, donc la pixel clock, pour le DVI et l'HDMI, ou le Dual DVI, ou le SLI, ou la série 400-500 de GPU, donc des choses qui ont bientôt 10 ans. Le poste il a 8 ans, quoi. Bah, ça fait rien pour la latence. Voilà, d'après la description, ça fait rien. Si tu as un meilleur feeling au niveau de l'AIM tracking, c'est du placebo. Ce que je t'encourage à faire, si tu veux tester, si tu veux essayer des choses, demande à un collègue ou ta daronne ou ta sœur ou j'en sais rien, de l'activer ou le désactiver pendant que t'es pas dans la pièce. Ensuite, toi tu rentres, tu vérifies pas ce que c'est, tu fais tes petits tests, et puis vous faites ça 20 fois, et sur les 20 fois, tu notes à chaque fois sur un bout de papier quel résultat tu penses que c'est, et puis ta sœur avant elle a noté sur je sais pas un autre bout de papier qu'est-ce que c'était en vrai. Ensuite vous comparez, et puis tu vois si tu as réussi à trouver de façon juste les 20 fois si c'était activé ou désactivé. Et puis si tu as trouvé les 20 fois, on peut supposer que ça fait une différence, et puis si t'as pas trouvé les 20 fois, bah on peut supposer que ça fait pas de différence. Voilà. Salut Piwi, tu pourrais me donner ton avis sur les différents optimisateurs de PC? J'ai déjà répondu un peu à la même question avant, mais concrètement, c'est nul. Voilà. Enfin, ça dépend. Si tu veux juste jouer à ton jeu, tu regardes aucun optimisateur et tu veux jouer à ton jeu. Si ça t'amuse de bidouiller sur ton PC et de le tweak, bah dans ce cas-là, tu suis un peu tout le monde, tu fais un peu ce que tout le monde dit, mais c'est important d'être sceptique, de pas les croire, de faire tes tests et de faire tes recherches pour essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Salut Piwi, depuis notre échange, l'option Shader Cache ou cache des ombrages du panneau Nvidia. L'activation de cette option sur un SSD n'est pas dangereuse pour sa durée de vie. Non, parce qu'un SSD ça a une endurance de centaines de téraoctets, et puis le peu d'écriture que ça va ajouter aura aucun impact sur sa durée de vie, quoi. Ça va passer de 7 ans à 7 ans de durée de vie. L'intérêt sur les cartes graphiques qui débordent de puissance de calcul, il existe quand même, parce que oui, les cartes graphiques sont de plus en plus puissantes, mais en même temps, les jeux sont de plus en plus exigeants, et de plus en plus difficiles à faire tourner pour les cartes graphiques, donc ça monte ensemble. Donc au final, l'intérêt d'avoir des shaders qui sont précompilés, déjà calculés, bah, il reste important. Et quid de la latence? Alors ça n'a pas vraiment d'impact de latence, mais en théorie, si ça devait en avoir un, ça la diminuerait de par le fait que les shaders sont déjà calculés, et donc la carte graphique aura moins de travail à faire, quoi. Voilà. Salut Mermet, merci. J'ai une config assez vieille, Intel Core i5 3500 et quelques sans doute, et une 660 Ti. J'attends juste les restock de 3080, et mon problème c'est que j'ai des gros drops de FPS sur les jeux. À mon avis, je suis pas sûr, hein. C'est pas sûr, ça dépend de plusieurs paramètres, il faudrait plus d'infos pour être sûr. Mais ça m'étonnerait pas que ton processeur soit à 100% ou pas loin. Et le fait que ton processeur soit à 100% ou pas loin, selon les situations, ça peut te faire drop des FPS et ça peut causer ce genre de soucis. Et jouer à 720p, du coup, comme à mon avis ton processeur est problématique plutôt que ta CG, baisser la résolution, ça va baisser ton utilisation de CG, oui, mais ça va pas baisser ton utilisation de processeur.
Donc a priori je pense que ça ne changera pas grand chose de jouer en 720 ou en 1080 parce que ça sera ton processeur le souci. Même s'il est jamais OC et qu'il est bien refroidi, alors justement peut-être que l'OC ça t'aiderait à avoir plus de performance dessus. Et voilà. Même si tu l'as jamais OC, et un i5 3000, je sais pas, admettons que tu es un 3570K, c'est quand même un CPU qui doit avoir, on se rapproche genre 8 à 10 ans je crois de tête, hein. Donc ça commence à se faire vieux, et pour les jeux d'aujourd'hui, bah, c'est de plus en plus difficile, et tu vas avoir de plus en plus de problèmes avec ce processeur. Et même si tu achètes une 3080 demain, si tu changes pas le processeur et le reste, ça aidera pas forcément. Voilà. Et j'ai fini. Incroyable.